Et c'est l'heure de notre grand rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Une année qui commence fort, la 2024. On a deux grands invités avec nous pour cette édition, nouvelle édition de la nouvelle année. Willy Tarot, mainteneur de HA Proxy, qui est en plateau. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Esling, qui est chercheur à l'IRCAM, à distance, lui connecté, qui va patienter encore un petit peu, parce qu'on va commencer par Willy, si vous le voulez bien. Philippe, je disais donc deux figures quand même importantes, majeures du logiciel libre dans le domaine de la création des contenus. On va voir pourquoi. Et donc, on commence avec HA Proxy, donc un poids lourd, pourquoi ? En fait, c'est un logiciel libre dont on a le créateur sur le plateau, qui a été créé en France, qui continue à être développé en France principalement, et dont les utilisateurs sont Alibaba, GoDaddy, Free, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Instagram, Tumblr, Twitter, Wikipédia et plein d'autres. C'est un logiciel qui sert à véhiculer les contenus des plus gros sites web du monde, qui sert aux banques à rendre hautement disponibles leurs infrastructures. C'est un logiciel qui permet au cloud de passer à l'échelle, et c'est un logiciel libre qui a 22 ans et dont les développeurs tiennent de temps en temps à Paris des conférences où viennent des centaines de développeurs. Alors, quand tu nous présentes les choses comme ça, on a l'impression que tu parles de Linux, en fait. C'est pas Linux qui est finlandais, mais c'est aussi un logiciel d'infrastructure qui est vraiment au cœur de tout le web. Alors, pour comprendre à quoi il sert, je vais un peu expliquer comment marche le web. Quand vous êtes en France et que vous cherchez à vous connecter à un site web en Chine ou en Chine à un site web en France, à cause de la vitesse de la lumière qui fait 200 000 km par seconde dans les fibres optiques, 300 000 km par seconde dans le vide. J'avais pas le même chiffre, c'est pour ça. Et dans la fibre, c'est un peu moins rapide. L'aller-retour entre la France et la Chine, c'est environ un quart de seconde. Mais comme on fait des connexions sécurisées HTTPS, il faut faire plusieurs échanges de clés, jusqu'à 4. Et donc, 4 fois un quart de seconde, ça fait 1 seconde. Donc, la page va commencer à arriver au bout de 1 seconde. Et puis là, la page va dire, allez me chercher une centaine d'images de CSS, de JavaScript, qu'on va chercher, alors, hélas, encore dans la plupart des systèmes 4x4. Donc, on va avoir 100 images à chercher. 4x4 divisé par 4, ça fait 25. Divisé par 4, parce qu'un quart de seconde, on est à 7 secondes. Donc, la page va mettre 8 secondes à s'afficher pour passer d'un continent à l'autre. Mettrait, puisque ce n'est pas le cas. C'est le cas si vous utilisez les sites du gouvernement français en Chine ou du gouvernement chinois en France. Parce que justement, ils n'utilisent pas un logiciel qui s'appelle un proxy, plus précisément un reverse proxy. Et ce que fait ce logiciel, c'est que si on est un site gouvernemental, par exemple chinois, et qu'on installe en France un reverse proxy, le reverse proxy va agir comme une sorte de relais vers le site, le vrai, en Chine, et la connexion va s'établir non pas en un quart de seconde, mais en un quart de seconde divisé par 10, donc très rapidement, et va même également être capable, parfois, quand deux utilisateurs demandent la même chose, de faire une seule demande, ce qui va permettre de sauver de la bande passante, de l'énergie, donc ça va plus vite, c'est bon pour la planète, et c'est comme ça que marchent la plupart des grandes infrastructures dans le monde, comme par exemple celle de Facebook. Donc, si on regarde comment fonctionne Facebook, c'est une infrastructure avec plusieurs étages. Donc, tout en haut de Facebook, on a en fait le data center qui contient vos données. Et Facebook n'a que 15 data centers dans le monde. C'est très peu. Ensuite, un peu plus bas, on a ce qui s'appelle les points de présence. Ce sont des sites qui servent à fluidifier les échanges Internet entre opérateurs qui ne sont pas toujours d'accord entre eux, par exemple Free et Orange. Donc on va créer un point de présence connecté d'un côté à Free, de l'autre côté à Orange, en espérant que comme ça, on va fluidifier leurs éventuelles disputes qu'on a pu voir quelquefois dans le passé. C'est pareil en Chine entre China Mobile et China Unicom. Ensuite, il y a le fournisseur d'accès Internet. Ensuite, il y a l'utilisateur. Et l'utilisateur, quand il se connecte à Facebook ou qu'il croit se connecter à Facebook, en réalité, se connecte à ce qui s'appelle un reverse proxy qui a été placé par Facebook ou un autre chez le fournisseur d'accès Internet. La connexion s'établit. C'est le principe du CDN. C'est comme le CDN. Network, oui. ouais. Voilà. Mais comme un Akamai, quoi. Comme Akamai qui a fait ça à la fin des années 90. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde crée son CDN, Facebook, Google, absolument tous les opérateurs. Et donc, on se connecte en réalité au reverse proxy qui est chez votre fournisseur d'accès Internet. La connexion s'établit rapidement, les pages sont téléchargées très rapidement et le logiciel de reverse proxy le plus utilisé au monde par toutes les sociétés comme GitHub et autres dont on a parlé, ça s'appelle HA Proxy,
et c'est fait par Willy Tarot. Qui est donc avec nous. Merci beaucoup, Willy, d'être sur le plateau de Smart Tech. Donc, vous avez créé ce logiciel visiblement incontournable, donc en quelque sorte une porte d'entrée vers nos sites web. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment vous êtes arrivé à produire, à concevoir ce logiciel? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer et de faire bref, parce que bon, j'ai pris l'habitude à force de la synthétiser. Mais en 2001, je travaillais en prestation pour une grande banque française. Et on avait des équipements de répartition de charges qui étaient plus orientés réseau, on va dire. Ils marchaient très bien sur les couches basses au niveau réseau, mais ils marchaient très très mal quand il fallait monter dans les couches et faire du HTTP. Et comme on rencontrait pas mal de problèmes, moi j'ai proposé de dépoussiérer un vieux proxy que j'avais fait quand j'étais étudiant, qui me servait à compresser sur des liens modem à bas débit, et puis de commencer à faire des modifs dedans et d'implémenter ce qu'on appelle de la persistance ou stickiness en français pour délester... En anglais plutôt. En anglais, merci. Pour délester les répartiteurs en place. Et de ce fait, ils allaient traiter 1/100 du trafic applicatif. Et donc, on a mis ça en place. Et d'ailleurs, je l'avais fait uniquement pour la haute disponibilité. C'est ce qui a donné le nom au logiciel, HA pour High Availability. En me jurant que je ne ferai jamais de répartition de charges parce que c'est trop compliqué, il faut faire des tests de bonne santé sur les serveurs et tout, et puis il n'est pas question que je me lance là-dedans. Et puis ça a tellement simplifié les choses et tout s'est mis à marcher tellement mieux que finalement, un mois plus tard, j'ai quand même implémenté la répartition de charges. Ça a commencé comme ça. Et puis, c'était utilisé essentiellement au sein de cette entreprise au départ. Et puis, j'ai continué à enrichir les fonctionnalités et tout. Et comme c'était un logiciel libre au départ, dont je suis parti, qui était celui que j'avais créé, j'ai continué. Donc, il est resté libre et il a continué à évoluer comme ça. Des gens ont commencé à s'en servir petit à petit, à l'adopter, comme Free, par exemple, qui a été un des tout premiers utilisateurs de grosse taille, on va dire, qui m'ont fait pas mal de retours. Et puis, suite à ça, moi, j'avais cofondé d'ailleurs avec deux autres amis une société qui s'appelait Exosec. Et on faisait du service consulting, de l'ingénierie, enfin bref. Et des gens nous contactaient régulièrement pour nous demander de l'assistance pour optimiser HAProxy sur leur machine. C'était souvent compliqué, on avait des vieux noyaux de 4 qui ne permettaient pas de faire certaines choses, enfin donc on leur filait des patchs, on repackageait certains services et tout, c'était un petit peu pénible. Et on s'est rendu compte que c'était pas tenable comme situation, parce qu'en plus on leur laissait un système dans un état qui était plus supporté même par les éditeurs des distributions Linux. Donc on a fini par faire notre propre produit, une appliance, toute packagée avec nos softs tels que nous on voulait les faire fonctionner. Et puis, on a fait ça sous un autre nom. On a créé une marque qui s'appelait Excelliance, juste pour séparer. Parce que quand vous êtes juge et partie, c'est pas terrible quand même sur le terrain. Donc, on avait vraiment deux casquettes complètement différentes. Et en 2012, on a été approché par une grosse boîte américaine qui fait énormément d'hébergement pour des sites à très fort trafic, qui était intéressée en fait de pouvoir faire d'avoir une meilleure compétence sur HAProxy qu'ils utilisaient énormément, et de pouvoir aussi l'enrichir pour mieux répondre à certains de leurs besoins. Donc on leur a dit, en fait, toute l'équipe est ici, donc c'est peut-être ça la solution, quoi. Et donc ils ont racheté la partie produit, Excelliance. Donc on était 4 développeurs à cette époque dedans. Et la question s'est posée de comment appeler la société. On a dit, vu que ce qui t'intéresse, c'est le logiciel HAProxy, et que personne ne connaît la relation entre Excelliance et HAProxy, c'est peut-être le moment de donner ce nom-là à la boîte. C'est devenu HAProxy Technologies. Donc ça s'est fait en 2013, et ça continue d'exister. Maintenant, Et vous continuez à développer ? Oui, je continue à développer. J'ai moins de temps pour ça, mais en fait, c'est une bonne chose. Dans le sens où la raison pour laquelle j'ai moins de temps, c'est que maintenant qu'on a les reins solides, parce qu'on est passé d'une petite boîte à une boîte quand même beaucoup plus grosse, on a à peu près 130, je crois, grosso modo à l'échelle de la planète. Et de ce fait, on a pu embaucher pas mal de développeurs. Donc maintenant, je passe plus de temps à discuter avec les gens qu'à coder. Mais c'est important aussi. Mais c'est même plus important. C'est pour la bonne cause. Ça ne fonctionne pas. Exactement. Une question, Jean-Paul, peut-être ? Parce que tu es un fan de l'outil. Moi, je suis un fan. J'adore l'outil. Ça fait des années que je l'utilise. C'est génial. Non, je me demandais, est-ce que vous allez continuer toute votre vie à développer ? Jusqu'à quel âge ? Je me suis pas fixé de limite. Je fais toujours des choses qui m'intéressent. Moi, je suis obsédé par l'optimisation, l'économie de ressources et ces choses-là. Et de ce point de vue, je dirais qu'HAProxy, c'est un petit bijou pour faire ça. On trouve toujours à améliorer des choses dedans, donc c'est vraiment intéressant. Bon, ça fait un modèle pour tous les jeunes qui nous écoutent et Exactement. qui développent leur logiciel pendant leurs études. Il y a de l'avenir. On va passer à notre second invité parce que le temps passe très vite. Chercheur à l'IRCAM, je le disais, donc l'Institut de recherche scientifique et d'innovation en acoustique et en création musicale, une référence mondiale, Jean-Paul, l'IRCAM.
Oui, il n'y a que 2 autres instituts d'informatique musicale de ce niveau, en tout cas à ma connaissance, le Media Lab au MIT à Boston et le ZKM à Karlsruhe. Et l'IRCAM, en fait, ça a été fondé par Pierre Boulez sur une demande du président de la République Georges Pompidou. C'était annoncé au Théâtre de la Ville en 1974. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IRCAM est à l'origine d'un des synthétiseurs les plus mythiques au monde, la 4X, qui a été créé par Roberto Di Giugno sous l'impulsion du compositeur Luciano Berio. L'une des premières œuvres, c'est Répond de Pierre Boulez, donc c'est une énorme machine à l'époque. Et moi, mon œuvre préférée, c'est une œuvre qui s'appelle Jupiter de Philippe Manoury, avec une flûte qui joue. Le son est ensuite analysé par la 4X dans un modèle avec des transformés de Fourier ou quelque chose qui s'en approchant, puis resynthétisé avec des changements de paramètres où la flûte se répond à elle-même mais avec un autre timbre. Et donc on a une des premières œuvres interactives où on joue et où le synthétiseur est une sorte d'écho à moitié intelligent par rapport à l'interprète. Donc maintenant, on commence à voir ça de plus en plus souvent. Et l'IRCAM, en fait, c'est un endroit où énormément de concepts d'informatique moderne ont été inventés. Les langages de programmation graphique, on tire des fils entre des objets, les patchers, Max de Miller-Pluckett, qui a aussi fait Pure Data, ou Open Music de Gérard Assayag et Carlos Agone, ainsi que Jean Bresson. Et aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dans un festival de musique électronique, comme à Bangkok, vous voyez des gens en train de pianoter sur des PC, dans la salle de concert et créer des visuels pendant que la musique joue. Donc tout ça, ça vient de l'IRCAM. Et donc vous avez invité Philippe Esling, chercheur à l'IRCAM, et donc qui est avec nous depuis Tokyo. Oui. Merci beaucoup d'être resté connecté, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous parler des logiciels d'IA, j'imagine, que vous avez créés, développés? Oui, alors absolument, on s'intéresse énormément à ce qui est en fait, on va dire, de transgresser les possibilités actuelles en termes de production, de génération de matériaux sonores. Donc la musique est souvent vue comme une suite de notes, donc beaucoup de gens pensent aux mélodies, etc. Mais depuis des années, donc comme l'a très justement souligné Jean-Paul, on s'intéresse de plus en plus à la couleur en fait musicale, c'est-à-dire vraiment quel est le contenu fréquentiel qui est responsable en fait de notre manière de distinguer des sons qui sont joués à la même hauteur. Et donc moi c'est ce qui me passionne parce que je suis passionné de synthétiseurs et je pense que les synthétiseurs en soi ont des capacités qui sont phénoménales, mais le gros problème des synthétiseurs, c'est seulement leur prise en main. C'est-à-dire que c'est quand même des machines qui nécessitent énormément d'expertise. Et en fait, moi, ce que je m'attaque à développer depuis 10 ans maintenant, avec du machine learning et donc de l'IA, mais principalement des modèles probabilistes, c'est vraiment trouver des nouvelles manières de permettre de contrôler le son, donc de générer des sons en fait qui sont inatteignables avec des instruments traditionnels. Donc, notamment, on a créé beaucoup de on va dire, preuves de concept. On a un système qui permet de faire de la traduction instantanée de couleurs, c'est-à-dire on va pouvoir jouer du violon juste en chantant ou en sifflant. Donc, en fait, c'est un système qu'on appelle de transfert de timbre, c'est-à-dire qu'on va prendre un son d'origine et on va analyser ses caractéristiques et en temps réel, on va transférer ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter un violon à partir de la voix ou des bruits de chat à partir... On va écouter un extrait tout de suite de ce que peut faire Rave. Et puis, je voudrais qu'on écoute aussi un extrait de ce que peut faire Flow Synthétiseur. Alors là, j'ai cité 2 logiciels, ce sont des logiciels libres. Pourquoi des logiciels libres, Philippe ?
Alors, bon, juste un petit détail, la dernière vidéo, c'était pas Flossine, c'était, le Neurorack, mais c'est pas grave. Enfin, ça rentre un peu dans la même direction de recherche. Mais, bah, alors Alors, pourquoi du attendez, on me logiciel dit en régie qu'on l'a, le synthétiseur. On va quand même écouter. Voilà. Donc, je posais la question, pourquoi des logiciels libres, Philippe? Alors en fait, bah, pour plein de raisons. Déjà, enfin, je sais pas, c'est vrai, ça me paraît tellement évident en fait que le logiciel libre, c'est le futur de enfin, on voit dans l'évolution même du savoir, le savoir a est parti en fait à la base de certains érudits qui étaient, genre, des personnes qui avaient un mécénat et donc c'était, en fait l'apanage de l'élite, le savoir et ce qu'on voit depuis des années, c'est que, bah, on a cette ouverture, cette démocratisation, du savoir et pour moi, justement, dans les technologies, cette démocratisation, elle est fondamentale et dans la science, essentiellement, il y a un problème énormément de reproductibilité. C'est-à-dire on avance énormément de résultats, c'est-à-dire on dit qu'on a réussi à réaliser certaines choses et l'important, c'est la capacité à d'autres gens de reproduire nos résultats pour aller encore plus loin. Et pour moi, ces avancées-là seraient impossibles et c'est ce qu'on voit maintenant dans beaucoup de domaines. Énormément d'avancées seraient vraiment impossibles sans le logiciel libre. Donc ça me paraît être vraiment un outil fondamental pour la recherche scientifique. Merci, un grand merci Philippe Esling de vous être connecté avec nous dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRCAM et merci également à Willy Tarot d'avoir été avec nous en plateau, Merci. mainteneur de HA Proxy. Et un grand merci Jean-Paul pour ses invités de prestige dans le monde du libre. Allez, à suivre, c'est notre rubrique sur le Web3. On va voir ce qui va se passer en 2024.